Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du chapitre 9, Matière et interaction. Dans ce chapitre, nous essaierons de comprendre ce qui assure la cohésion des solides ioniques et moléculaires, mais aussi de certains liquides. Nous parlerons de polarité de molécules et enfin nous parlerons de concentration molaire. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un solide ionique? Un solide ionique, comme son nom l'indique, c'est un solide qui est composé d'ions. Alors, il est électriquement neutre, ça veut dire qu'il contient forcément les deux types d'ions, cations, anions, avec des proportions telles que leurs charges se compensent. Ça veut donc dire que ce n'est pas forcément toujours le même nombre. Eh bien, grâce à la formule chimique du solide ionique, on pourra connaître les proportions en cations et en anions. Alors, comment lire une formule chimique d'un solide ionique? C'est simple. Le premier symbole correspond au cation, le deuxième correspond à l'anion. Chaque symbole, vous voyez, est suivi d'un indice qui correspond à la proportion de l'ion en question au sein de ce cristal. Et chose importante, on va mettre un petit S entre parenthèses et en indice qui va insister sur le fait qu'on a affaire à un solide. Alors si on prend le cas simple du chlorure de sodium, qui est le sel de cuisine, la formule chimique c'est NaCl. On voit qu'elle contient donc deux types d'ions, les cations Na+, les anions Cl-. Alors là, on voit qu'il y a une charge plus pour le cation, une charge moins pour l'anion. Donc là, on est dans le cas où on a les ions qui sont en proportion 50-50. Alors regardons maintenant comment est constitué le cristal de chlorure de sodium. Chaque ion chlorure est rangé suivant une structure cubique face centrée, de côté A. Alors si je regarde bien, j'ai un ion chlorure à chaque sommet du cube, mais aussi au centre des faces. Eh bien, les ions sodium sont rangés de la même manière, mais avec un décalage de A sur 2 par rapport aux ions chlorure. Alors, il est intéressant de constater que chaque ion sodium est entouré de 6 ions chlorure. Et réciproquement, chaque ion chlorure est entouré de 6 ions sodium. C'est pour cela qu'on parlera de coordinance 6 pour chacun de ces ions, mais là, ce n'est pas du programme. On a dit qu'il y avait en proportion 50-50 entre les ions chlorure et les ions sodium. Mais là, si je regarde la structure, on a l'impression qu'il y a 14 ions chlorure pour uniquement 13 ions sodium. Alors ceci s'explique assez simplement par le fait que les ions chlorure qui sont au sommet, au niveau des arêtes, ne comptent que pour 1/8, puisqu'ils appartiennent à 8 mailles différentes. Et les ions chlorure qui, eux, sont situés au centre des faces, eux, ils comptent pour la moitié simplement. Donc tout se passe comme si dans la maille, il n'y avait que 4 ions chlorure. Alors regardons maintenant pour les ions sodium, c'est un petit peu différent. Chaque ion sodium, qui est au milieu de chaque côté, appartient en fait à 4 mailles, donc il ne compte que pour un quart. Et j'en ai 12 dans cette situation-là. Puis il reste l'ion sodium qui est au centre, qui lui n'appartient vraiment qu'à cette maille-là. Ce qui fait là aussi un total de 4 ions sodium. On est bien dans les proportions 50-50. Maintenant que nous savons ce que c'est qu'un cristal ionique, nous allons réfléchir sur ce qui en assure la cohésion. Nous savons que la loi de Coulomb s'applique sur des particules chargées. Et nous avons vu dans les chapitres précédents que deux particules de même charge se repoussent et que deux particules de charge contraire s'attirent. Ça va être le cas pour les ions présents dans le cristal ionique, puisque ce sont des particules chargées. Il y aura des forces répulsives entre les cations, mais aussi entre les anions. Mais entre un cation et un anion, il y aura des forces attractives. Et comme dans un cristal ionique, les ions ont pour plus proches voisins des ions de signe contraire, les forces attractives vont être plus importantes que les forces répulsives. C'est ce qui va assurer la cohésion d'un cristal ionique. Alors maintenant qu'on a bien compris ce qui assure la cohésion d'un cristal ionique, il va falloir qu'on essaye d'expliquer ce qui peut permettre de comprendre la cohésion des solides moléculaires. Pour expliquer la cohésion des solides moléculaires, il faut aborder une nouvelle notion, la polarité des molécules. Et pour pouvoir expliquer qu'une molécule est polaire ou pas polaire, on va aborder la notion d'électronégativité. Dans le chapitre sur les molécules, on a vu qu'une liaison covalente entre deux atomes correspond à une mise en commun d'électrons de la couche externe, pour pouvoir respecter la règle du duet et de l'octet. Eh bien, l'électronégativité, c'est la tendance qu'ont certains atomes à attirer un petit peu plus à eux les électrons de la liaison.
Il y a des études qui ont été faites pour regarder, par rapport à la liste des éléments qui existent, l'évolution de l'électronégativité. Ce qu'il faut à peu près savoir, c'est que si je me place sur une ligne, plus je me déplace vers la droite, plus je vais avoir une électronégativité importante. Et si je me réfléchis en colonne, par contre, plus je monte dans la colonne, plus l'électronégativité sera importante. Donc l'élément le plus électronégatif, ce sera le fluor, et le moins électronégatif, ce sera le francium. Alors juste une petite question, là, regardez sur cette classification périodique, on s'arrête à la colonne des halogènes. Pourquoi manque-t-il la dernière colonne à votre avis? C'est la colonne des gaz rares et des gaz nobles qui n'apparaît pas parce que, bien entendu, ils sont stables par eux-mêmes et n'interviennent pas, ne participent pas à des liaisons. Donc, puisqu'ils ne participent pas à des liaisons, il ne peut pas y avoir de phénomène d'électronégativité. Alors, je prends l'exemple du chlorure d'hydrogène. L'atome de chlore est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, 2,9 pour 2,1. Donc, l'élément chlore va un petit peu plus attirer à lui les électrons du doublet. Cela aura pour conséquence qu'il aura un excès de charge négative. Cet excès de charge, on l'appellera charge partielle, et on va la noter moins delta. De la même manière, l'atome d'hydrogène voit comme un déficit d'électrons, il va porter une charge partielle plus delta. Alors de manière globale, si on a une molécule diatomique, c'est-à-dire constituée de deux atomes, il y a deux cas. Soit les atomes sont identiques, comme le dihydrogène, dioxygène, diazote, difluor, dichlore. En fait, comme il y a deux atomes identiques au sein de la molécule, il n'y a pas de différence d'électronégativité de fait. Donc ce sont des molécules qui ne sont pas polaires. On va dire qu'elles sont apolaires. Par contre, à partir de l'instant où les deux atomes sont différents, et si la différence d'électronégativité est comprise entre 0,5 et 1,6, alors il y aura une liaison covalente de type polaire. La molécule formée sera donc polaire. Si la différence d'électronégativité est supérieure à 1,6, l'atome le plus électronégatif va arracher l'électron. En fait, la liaison entre les deux atomes sera de type ionique. On retombe dans le cas du cristal ionique. Mais alors, que se passe-t-il si la molécule elle est polyatomique, c'est-à-dire en fait qu'elle contient plus de deux atomes? Une molécule sera polaire si elle possède au moins une liaison polarisée, parce que s'il n'y a pas de liaison polarisée, il n'y a pas de polarité possible. Et si les barycentres des charges partielles positives et le barycentre des charges partielles négatives est différent, n'est pas superposé, eh bien il y aura bien une partie de la molécule qui va plutôt être positive, une partie de la molécule qui sera plutôt négative. Il y aura donc une polarité. On va prendre quelques exemples, ce sera beaucoup plus simple. Prenons la molécule d'eau. Du fait que l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, il y a dans la molécule d'eau deux liaisons polarisées. Par contre, le barycentre des charges négatives est situé au niveau de l'oxygène, alors que le barycentre des charges positives est lui entre les hydrogènes. Et ces deux barycentres ne sont pas superposés. La molécule d'eau est une molécule polaire. Maintenant, prenons l'exemple du dioxyde de carbone. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Il va attirer à lui les électrons. Tout se passe comme si chaque oxygène portait une charge partielle négative. Quant au carbone, lui, tout se passe comme s'il portait deux charges partielles positives. Mais du fait de la géométrie de la molécule, le barycentre des charges partielles positives et le barycentre des charges partielles négatives est superposé. La molécule de dioxyde de carbone est apolaire. Pour savoir si une molécule polyatomique est polaire ou apolaire, il va falloir s'intéresser à la géométrie de cette molécule. C'est la géométrie qui va nous permettre de répondre à cette question. Alors il y a une remarque intéressante qu'on peut faire, c'est que pour les solvants qui sont constitués uniquement de carbone et d'hydrogène, comme le carbone et l'hydrogène ont à peu près la même électronégativité, eh bien ces solvants-là, qu'on appelle des solvants hydrogénocarbonés, seront la plupart du temps apolaires. Et donc les solvants organiques qui vont contenir au moins un atome très électronégatif, eux, ils seront la plupart du temps polaires. Alors on va s'intéresser maintenant à ce qui assure la cohésion des solides moléculaires. Vous allez avoir, en fonction de la façon dont sont rangées les molécules, deux types de solides possibles. Si les molécules sont rangées
de manière très ordonnée. Ce solide moléculaire sera un solide cristallin. Je pense aux morceaux de sucre par exemple. Si les molécules sont placées, sont rangées de manière totalement désordonnée, on aura affaire à ce qu'on appelle un solide amorphe. Comme le verre par exemple. La cohésion des solides moléculaires ne va pas pouvoir s'expliquer par la force de Coulomb parce que dans leur constitution, les molécules sont électriquement neutres. Donc cette cohésion est assurée par d'autres types d'interactions. C'est les interactions de type Van der Waals et les liaisons hydrogènes. Alors présentons un petit peu ce que sont les interactions de Van der Waals. Les interactions de Van der Waals, ce sont des interactions électrostatiques entre les nuages électroniques des molécules. Elles seront d'autant plus fortes que les molécules seront polaires, mais aussi que les molécules seront proches. Alors les interactions de Van der Waals sont toutes en 1 sur R7, donc elles sont de portée encore plus courte que les interactions issues de la loi de Coulomb, qui était, je vous le rappelle, en 1 sur R2. Alors il va y avoir 3 types d'interactions de Van der Waals. Interaction dipôle permanent, c'est si les deux molécules qui vont interagir sont toutes les deux polarisées. Dans ce cas-là, on parlera de force de Kizom. Alors là, cette appellation de force n'est pas au programme, mais je vous le mets pour votre culture personnelle. Après, il peut y avoir une interaction entre un dipôle permanent et un dipôle induit. Un dipôle induit est un atome ou une molécule qui spontanément n'est pas polarisée, mais qui peut le devenir lorsqu'on approche une molécule polaire. C'est ce type d'interaction qui s'est produit lors du TP électrisation, lorsque vous avez approché la tige de PVC électrisée d'une sphère du pendule qui était électriquement neutre à la base. Les charges à l'intérieur de la sphère se sont déplacées, il y a eu une polarisation par influence, ce qui a permis l'attraction de la sphère par la tige en PVC. Ce type d'interaction de Van der Waals s'appelle interaction de Debye. Le troisième type de force de Van der Waals, c'est la force de London, qui va en fait traduire les interactions entre deux dipôles induits. Ce type d'interaction est prépondérante quand on a plutôt des molécules apolaires. Et il suffit qu'il y ait une répartition un petit peu inhomogène du nuage électronique dans une des molécules pour créer un dipôle induit au sein des molécules apolaires, et toutes les autres vont ensuite subir une polarisation par influence. Maintenant, on va parler d'un autre type d'interaction, la liaison hydrogène. Alors, c'est une liaison qui va se former lorsqu'un atome d'hydrogène, sinon on ne parlerait pas de liaison hydrogène, est lié à un atome qui est très électronégatif et qui va interagir avec un autre atome, lui aussi très électronégatif, et qui est porteur de doublés non-liants. Une liaison hydrogène, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une interaction qui est toujours attractive, et on la représente par des pointillés. Étudions le cas de la molécule d'eau. Comme chacun le sait, la molécule d'eau a pour formule brute H2O, donc elle contient un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. On a vu aussi que l'atome d'oxygène est bien plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Les deux liaisons OH sont donc fortement polarisées. On sait aussi que l'oxygène porte deux doublés non liants. On est bien dans le cas de la définition donnée de la liaison hydrogène. Pour qu'une liaison hydrogène puisse se former avec des molécules d'eau, il faut qu'il y ait un alignement OHO. Comme l'oxygène a deux doublés non liants, la molécule d'eau va pouvoir développer 4 liaisons hydrogène en tout. 2 par ces atomes d'hydrogène, 2 autres par les doublés non liants de l'atome d'oxygène. La liaison hydrogène permet d'expliquer beaucoup de choses. Par exemple, les différents états de l'eau, mais aussi pourquoi deux isomères ne vont pas avoir la même température d'ébullition. L'éthanol liquide va être plus stable que le méthoxyméthane liquide parce que entre les molécules d'éthanol, il va y avoir possibilité de créer des liaisons hydrogènes. Et l'intensité d'une liaison hydrogène est plus forte que les intensités de type Van der Waals qu'il y aura dans le méthoxyméthane. C'est aussi la liaison hydrogène qui va me permettre de comprendre pourquoi, lorsqu'on a fait le TP sur les couches avec les polyacrylates, pourquoi les molécules d'eau ont pu être piégées. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le cadre de notre dernière partie de ce chapitre. On va essayer d'expliquer ce qui se passe lors de la dissolution d'un cristal ionique. Alors en fait, déjà, il y a 3 étapes lors de cette dissolution. Il y a d'abord la dissociation, ensuite il y aura l'étape de solvatation, et enfin de dispersion.
Commençons par l'étape de dissociation. Lorsque je vais avoir des molécules d'eau, de solvant qui vont arriver, eh bien les ions qui sont à la surface du cristal vont être attirés par les forces électrostatiques qui vont s'exercer entre le solvant et les ions en surface. Ces forces électrostatiques vont compenser les forces électrostatiques attractives internes au cristal, et donc petit à petit, les ions qui sont en périphérie vont se détacher du cristal. C'est la destruction de celui-ci. Vient ensuite l'étape de solvatation. Une fois que les ions du cristal ionique sont dissociés, les molécules d'eau vont venir les entourer et sous l'effet des forces électrostatiques, elles vont s'orienter différemment suivant si elles ont affaire à un cation ou un anion. Et une fois que les constituants du cristal ionique sont séparés, eh bien l'agitation thermique ou même mécanique réalisée par un agent extérieur, c'est-à-dire simplement en remuant avec un agitateur, eh bien les ions solvatés vont pouvoir se répartir progressivement dans l'ensemble du solvant. Et à ce moment-là, on aura donc un mélange homogène qu'on va appeler la solution. Donc comment écrire l'équation de dissolution d'un cristal ionique? Eh bien il va falloir tenir compte de la conservation de la matière, mais aussi de la conservation de la charge. Alors là, on a parlé d'un cas simple de dissolution d'un cristal ionique dans un solvant, mais des solides moléculaires peuvent aussi se dissoudre dans des solvants. Le sucre, on arrive bien à le mettre dans de l'eau, à le dissoudre dans de l'eau. Mais ce ne sera pas le même type d'interaction qui vont intervenir. Ce sera des interactions de type Van der Waals ou éventuellement liaison hydrogène. Alors si un solide moléculaire est formé de molécules polaires, il va être très soluble dans un solvant polaire. Et à contrario, si le solide moléculaire est plutôt constitué de molécules apolaires, il sera plutôt soluble dans un solvant apolaire. Maintenant que nous avons dissous notre solide, qu'il soit ionique ou moléculaire, dans un solvant, il est intéressant d'aborder maintenant la notion de concentration afin que l'on puisse estimer la quantité de matière d'espèce dissoute par volume de solution. La concentration de soluté apportée se définit de la manière suivante. Il s'agit de la quantité de matière de soluté apportée divisée par le volume de solution. C'est l'expression classique C égale N sur V. On notera la concentration de soluté apportée C. La concentration molaire de l'espèce chimique en solution, on la notera du symbole de l'espèce chimique, mais entre crochets. Dans une solution non saturée, la concentration en espèce moléculaire est égale à la concentration de soluté. Lors de la dissolution d'un cristal ionique, ça va être un petit peu plus complexe. Parce qu'on a vu qu'un cristal ionique, il n'y avait pas forcément la même proportion de cations que d'anions. Donc la concentration ne peut pas être la même que la concentration du soluté apporté. Par contre, forcément, la concentration des différents ions solvatés sera proportionnelle à cette concentration. Il va falloir tenir compte des coefficients stoichiométriques que l'on a mis en place dans l'équation de dissolution. Et là, on parlera donc de concentration effective. Alors je vais vous proposer des petits exemples d'application et vous allez voir que là encore ça va se simplifier. Donc une masse de 5 g de sulfate de sodium est dissoute dans 250 ml d'eau. Donc je vous propose deux questions, déjà de me trouver la concentration molaire de soluté apportée dans la solution, et enfin je vous demande de me calculer la concentration molaire de chacune des espèces présentes en solution, donc de chacun des ions présents dans la solution. Pour pouvoir calculer la concentration molaire de soluté apportée dans la solution, vous avez dû, dans un premier temps, calculer la masse molaire du sulfate de sodium et vous avez donc dû aller rechercher dans votre classification périodique les masses molaires atomiques des différents constituants du sulfate de sodium, à savoir le sodium, le soufre et l'oxygène. Si vous faites ce calcul, vous trouvez donc une masse molaire de 142,04 g par mol. Vous faites le calcul suivant, vous cherchez la quantité de matière qui correspond à 5 g de sulfate de sodium, donc N c'est égal à M sur grand M, et vous allez diviser le tout par le volume de solution, c'est-à-dire les 250 ml d'eau. On fera bien entendu attention aux unités, donc 250 ml ce n'est pas une unité adaptée, donc vous allez passer en litres. Et le résultat final devra être donné avec deux chiffres significatifs uniquement.
Donc ici, notre résultat sera 0,14 mol par litre. Alors maintenant, nous allons calculer la concentration molaire de chacun des ions présents dans la solution. Alors ici, pour résoudre l'exercice, j'ai utilisé un tableau d'avancement, ça me permet d'avoir l'évolution des différentes concentrations au cours du temps. Je constate ici que si j'ai X mol de sulfate de sodium qui disparaît, j'ai 2X mol d'ion sodium qui apparaissent et uniquement X mol d'ion sulfate qui apparaissent. On voit donc bien ici que les coefficients de proportionnalité vont bien correspondre au nombre stoichiométrique de l'équation de dissolution. Et donc dans notre cas, la concentration des ions sodium à l'état final est égale à 2 fois la concentration de soluté apportée et la concentration des ions sulfate à l'état final est égale à la concentration de soluté apportée. Voilà, ce long chapitre est terminé. Je vous invite maintenant à vous entraîner avec les exercices du plan de travail. À bientôt pour une nouvelle vidéo.